Ricaz est maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Ses principales publications portent sur Toulouse au Moyen-Âge et sur la sculpture romane. Sébastien Ressac est maître de conférences en géographie et aménagement, également à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Tous deux présentés à la librairie Ombre Blanche samedi 22 octobre 2022, leur ouvrage paru aux presses universitaires du Midi, Vers Compostelle, regard contemporain sur les chemins de Saint-Jacques. Alors, moi, je voulais juste dire au retardataire peut-être de s'asseoir, je voulais juste remercier infiniment Sébastien Ressac, géographe, et Kit Ricaz, historienne d'art, vous avez donc dirigé ce magnifique livre sur Saint-Jacques de Compostelle aux presses universitaires de Midi. Voilà, donc ils vont vous exposer un peu leur travail et je trouve, on en parlait avec Sébastien, c'était plutôt intéressant de voir un géographe et une historienne chapeauter ce projet. Voilà, merci à tous les deux et vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci et merci à Ombre Blanche de nous accueillir, pour présenter ce volume qui est le fruit d'une aventure comme tous les livres finalement. C'est une aventure humaine. Et nous, c'est une aventure en binôme et qui, pour ma part, m'a amené à explorer des chemins, sans jeu de mots, que je ne connaissais pas. En fait, comment dire, au départ de cette aventure, il y a une sorte de malentendu. L'année 2018 devait marquer la célébration des 20 ans de l'inscription au patrimoine mondial des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Une chose complètement hybride, qui ne ressemble à rien. 78 composantes, chaque monument... Alors il y a des monuments, dont certains qui n'ont rien à voir avec Saint-Jacques de Compostelle, le Mont Saint-Michel, la cathédrale d'Amiens, par exemple. Ce qui me faisait beaucoup rire, jaune avec un esprit un peu critique, et aussi 7 tronçons de sentiers. Et donc cette chose est classée au patrimoine mondial en 1998 au titre des chemins qui ont toujours irrigué l'Europe médiévale chrétienne. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et il se trouve que Sébastien comme moi sommes... alors peut-être moi de manière plus incongrue, toi tu étais déjà un peu dans les circuits. Nous sommes invités par le préfet Mayos, qui était le préfet de région coordonnateur du bien de chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France, à faire partie du comité scientifique du dit bien pour prévoir des manifestations autour des 20 ans. Donc on se trouve là, et puis pour ma part je fais connaissance, Sébastien les connaissait déjà, des membres de l'ACIR, Agence des françaises. Alors aujourd'hui, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle. L'Agence française des chemins de Compostelle. Voilà. Et puis ils nous disent qu'est-ce que vous pouvez faire? Et alors bêtement, on dit nous, en tant qu'universitaires, qu'est-ce qu'on peut faire sinon un colloque? Ils nous disent ça, c'est une bonne idée. Et voilà, on était partis dans 2 ans de préparation intense d'un colloque qui s'est révélé finalement très intéressant. D'abord, on a choisi un thème qui était hors des chemins des historiens et des historiens de l'art en tout cas, c'est-à-dire les chemins de Saint-Jacques de Compostelle aujourd'hui. Chez les historiens et les historiens de l'art, en général, on parle des chemins de Compostelle au Moyen-Âge, en expliquant comment le pèlerin d'aujourd'hui, mais c'est pas dans les pèlerins du Moyen-Âge, ce à quoi je ne croyais pas, parce qu'au XIe, XIIe siècle, des pèlerins, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait rien. Et on reçoit quelques critiques un peu acerbes nous disant « Oui, mais les chemins de Saint-Jacques au XXe siècle, c'est du journalisme. » Alors je disais « Alors, le journalisme, c'est pas intéressant. » Donc finalement, on a fait ça. Et on a tenu en plus à associer, à vraiment explorer ce que sont les chemins de Saint-Jacques aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est
un mouvement donc de gens qui partent à pied, à cheval, en voiture ou n'importe comment vers Saint-Jacques-de-Compostelle en suivant des pseudo-chemins, ou des chemins pseudo-historicisés, pseudo-historiques, mais qui sont une construction. Et en fait, on a associé à des historiens, à des géographes, à des sociologues, à des gens qui sont spécialistes du tourisme, parce que c'est tout cela aujourd'hui, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en France et ailleurs. Et on a associé aussi donc, les politiques qui ont en charge ce type de domaine, par exemple la région ou le département, ou l'État d'ailleurs, avec celui qui était à l'époque l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO qui est venu ouvrir le colloque, et puis bien sûr le préfet de région, etc. Et puis on a associé aussi des gens qui interviennent vraiment ponctuellement sur le chemin, des associations qui mettent en valeur un patrimoine plus ou moins supposé jacquaire, ou qui entretiennent les sentiers, par exemple, c'est très important, ou etc. Donc, on s'est trouvé à la tête d'un... Puis aussi, bien sûr, on a parlé un peu d'histoire de l'art. Hein. Il y a eu, on en reparlera tout à l'heure, oui, quand même, faut pas exagérer. Et nous nous sommes trouvés à monter un colloque qui a dépassé complètement ce qu'on imaginait faire au départ, c'est-à-dire 100 de communications, 3 jours de colloque, 2 jours à Toulouse, 1 journée sur le terrain dans le Lot, où une partie il y a eu une partie rurale qui a été sur les sentiers, une partie urbaine qui a été en ville, et puis voilà une intendance phénoménale, royalement reçue. Je vais vous donner des regrets de pas être venu. À la mairie de Toulouse, qui nous a offert un concert dans la basilique Saint-Cernin, royalement reçu. À la région, au département, qui nous ont offert un concert de jazz, une soirée finale très très sympa, qui s'est terminée très tard. Enfin, c'était très festif. Des gens qui venaient d'un peu partout. Et puis, nous sommes sortis de là complètement épuisés. Et là, on s'est dit, maintenant, on va publier. Et donc, on est rentré dans la deuxième partie, post-colloque. On a mis un petit peu de temps, parce que là-dessus, le Covid s'est invité. Ça a un peu ralenti tout le monde, ça a été, et on a fini par publier à peu près 80 communications. J'explique maintenant, non, c'est toi qui expliqueras comment elles se répartissent. Tu le fais ? Oui. 80 communications, et finalement, alors presque 4 ans après, alors on est dans la moyenne, disons. On n'est pas dans les records des gens qui ont publié vite, mais on n'est pas dans les pires de ceux qui ont mis vraiment beaucoup de temps à publier. Et finalement, on a sorti ça, qui est le résultat d'une aventure complètement improbable dans une collection. Ce qui a pris un petit peu de temps aussi, c'est que les PUM, les presses universitaires du Midi, ont décidé, vu l'objet, qui était quand même complètement improbable, parce que, alors pour un universitaire, par exemple, publier des textes de gens qui sont des politiques, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. En général, on essaye de se tenir un peu loin de tout ça. Enfin. Et puis des associatifs, et puis des grands esprits, et puis un peu tout ça. Les PUM se sont dit qu'il fallait qu'ils allaient commencer une nouvelle collection pour nous. Alors, on a commencé une nouvelle collection qui s'appelle Patrimoine, au pluriel, et qui, justement, a une vocation résolument pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que c'est un objet un petit peu étrange. Enfin, c'est le premier objet étrange d'une nouvelle collection, et c'est vrai qu'on est très content. Donc, je te laisse te présenter peut-être plus les... Oui. Merci Kitri. Parce que je parle tout le temps, alors il faut qu'il m'arrête. Mais on a pris l'habitude de travailler ensemble, de s'écouter, et je tenais aussi à te remercier pour ces 4-5 années qu'on a passées ensemble autour de ce projet, de très belles années. J'ai beaucoup appris à titre personnel, notamment dans le projet de publication. Je tenais à te le dire. Voilà, donc Kitri l'a dit, une nouvelle collection aux presses universitaires du Midi, Patrimoine, intitulée Patrimoine, coordonnée par notre collègue Nicolas Adel de l'université,
anthropologue, ethnologue. Et c'est vrai qu'à la suite de ce très beau colloque organisé à Toulouse et dans le Lot, notamment avec l'appui précieux, on le redira, de l'Agence française des chemins de Compostelle et de notre université Jean Jaurès, nous avons rassemblé un matériau très riche qu'il a fallu ensuite apprécier et valoriser dans cet ouvrage. Et c'est vrai que face à ce défi qui a été le nôtre, à tous les deux, de faire coexister finalement dans une publication des contributions de nature différente, nous avons proposé aux presses universitaires du Midi de structurer ce manuscrit en 3 rubriques que vous allez retrouver dans les 7 chapitres qui composent cet ouvrage. Alors, les chapitres s'ouvrent généralement par un ou plusieurs témoignages d'acteurs contemporains qui sont en charge de la concrétisation des chemins de Saint-Jacques ou de leur animation. Ce sont principalement des élus, on fera quelques focus dans un instant, ou des figures incontournables qui ont marqué l'histoire de ces chemins. Suivent ensuite le gros, je dirais, du matériau, ce sont les contributions à caractère scientifique de la part de collègues chercheurs issus de différentes disciplines. Alors, on peut citer les anthropologues, les géographes, les historiens de l'art, les historiens, les sociologues, les sciences de l'information et de la communication, les arts plastiques et aussi les sciences de gestion. Donc il fallait faire coexister tous ces collègues dans cet ouvrage. Et c'est vrai que ce regard pluridisciplinaire sur cet objet commun que sont les chemins de Saint-Jacques de Compostelle constitue finalement l'ADN de cet ouvrage et finalement l'originalité de l'approche que nous avons privilégiée, Guitry en a parlé, qui se démarque finalement des travaux plus courants qui traitent généralement des pèlerins ou de l'art religieux médiéval. Alors enfin, la 3e rubrique qui est présente dans cet ouvrage est constituée de courts textes d'1 page qui illustrent dans chaque chapitre des réalisations plus ponctuelles qui font véritablement vivre les chemins. Ces réalisations vont vous permettre de découvrir ceux qui s'impliquent au quotidien sur ces chemins, qui le font vivre, qui l'entretiennent, qui l'animent, qui le valorisent. Aux côtés de la sphère institutionnelle, on a tout le tissu associatif que Guitry a évoqué, très important, qui anime et fait vivre ce chemin. Alors, si on rentre un peu plus maintenant dans le détail de cet ouvrage, on a le sommaire sous les yeux. Donc, Guitry l'évoquait, 80 contributeurs, on ne pourra pas les évoquer tous aujourd'hui. Simplement, on va faire quelques focus et vous présenter la structuration de cet ouvrage. Cet ouvrage n'est donc pas une simple transposition du programme que l'on a proposé lors du colloque que nous avions animé tous les deux. Ce manuscrit a pris appui sur ces contributions, mais a exigé de notre part une réflexion pour proposer au lecteur un raisonnement et une nouvelle articulation des contributions qui vise à mieux comprendre le phénomène actuel lié à ces chemins qui n'ont de cesse de se réinventer et de constituer une opportunité de développement humain et pour les territoires. Alors, 7 chapitres composent ce livre. Le premier chapitre, intitulé « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et leur inscription sur la liste du patrimoine mondial », présente un large tableau historique qui est brossé par notre collègue historienne Adeline Rucois, historienne et directrice de recherche au CNRS, médiéviste, qui a eu la lourde tâche dans cet ouvrage de proposer une réflexion sur les origines de ces chemins et puis leur évolution à travers toute l'Europe. Et grâce à cette réflexion, grâce à sa contribution, les 2 contributions suivantes qui sont présentes dans ce chapitre ont véritablement pu s'accrocher, s'amorcer à cette réflexion autour notamment des 2 biens inscrits au patrimoine mondial
sur lesquels nous avons porté toute notre attention durant le colloque pour essayer de comprendre leur processus de construction. Et donc, on a eu la chance, durant ce colloque, d'avoir la présence d'Olivier Poisson, conservateur général du patrimoine, qui nous a livré un des rares témoignages sur le processus de construction de ce bien culturel que sont les chemins de Saint-Jacques en France. Guitry, peut-être tu veux faire un petit focus sur cette contribution importante. Olivier Poisson, il était à l'époque le représentant du ministère de la Culture auprès des biens UNESCO. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il explique dans sa contribution pourquoi aujourd'hui on ne créerait plus un bien comme les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ont été créés en 1998. Comment, en fait, il explique très bien comment cette inscription de 1998 est venue au terme d'un processus de mûrissement qui s'est fait à travers quelques décennies, et comment, même 20 ans après, l'histoire va vite. Comment 20 ans après, on ne pense plus pareil et on n'aurait plus fait un classement au patrimoine mondial comme ça. Et je trouve que c'est extraordinaire de voir un grand commis de l'État avoir une lecture rétrospective à la fois très respectueuse mais très critique. Et voilà, ça fait partie des genres de choses qu'on a eues voilà, dans ce colloque. Et donc, ce décryptage du contexte français et de l'inscription de ce bien culturel au patrimoine mondial a été mis en parallèle dans ce chapitre avec le processus espagnol qui est expliqué par Laura Miguel Riera, qui représente le ministère de la Culture espagnol, autour de la construction du bien espagnol, du Camino Frances, où le choix a été différent. Dans les modalités d'inscription, on n'a pas inscrit 78 composantes, on a inscrit dans le contexte espagnol l'ensemble du linéaire, ce qui a généré ensuite donc des modalités de gestion différentes pour l'État espagnol, mais aussi pour les régions concernées et principalement la région de la Galice. Donc ce chapitre premier est très important puisqu'il met en parallèle les deux contextes, le contexte français et le contexte espagnol, et il donne le cadre général à cet ouvrage. Le deuxième chapitre concerne les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et leur réactivation contemporaine. Alors dans ce deuxième chapitre, on a plusieurs regards historiques qui sont mobilisés, qui s'associent pour questionner ce phénomène tout au long du XXe siècle, aussi bien en France qu'en Espagne. C'est dans la suite de ces multiples recherches, réflexions et actions qu'ont été reconnus les itinéraires culturels européens dès 1987, puis la double reconnaissance des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, d'abord pour l'Espagne en 1993 et ensuite pour la France en 1998. Et on va peut-être faire un focus qui trie sur Louis Cos, le témoignage de Louis Cos, qui est présent dans ce chapitre. Alors ça, c'est l'un des textes que je préfère, très court, de Louis Cos, qui était architecte des bâtiments de France à Rodez, bon, qui vit toujours, mais il est honoraire maintenant. Et il raconte dans un petit témoignage de 4 pages comment, en le recontextualisant historiquement, c'est-à-dire en expliquant comment on commence à parler des chemins de Saint-Jacques dans son secteur qui l'intéresse autour de Rodez, Conques, à partir du XIXe siècle. Comment les historiens, érudits, historiens de l'art commencent à parler des chemins de Saint-Jacques. Comment le grand Émile Malle, le grand historien de l'art, reprend ça et le diffuse à une échelle internationale. C'est l'art et les chemins de Saint-Jacques. Et comment dans le même... Enfin, et comment dans les années... à la fin des années 30, en 38, quand on traduit en français ce qui est appelé à ce moment-là le guide des chemins de Saint-Jacques, mais qui n'avait pas de titre dans le Codex Calixtinus, dans le manuscrit médiéval qui contient ce livre sans titre, mais à qui on donne ce titre et qui lui donne toute sa célébrité en 1938, donc très tard. Et comment, au même moment, Don Angelico Surchamp, le moine de la Pierre qui vire, va lancer les éditions Zodiac
pour populariser cet art médiéval vécu comme un idéal. Angelico Surchamp, c'était quelqu'un qui se posait la question de la place de l'art dans l'Église. Et en fait, il lance les éditions Zodiac. Et le premier qui écrit dans les éditions Zodiac, c'est un historien archiviste qui s'appelle Raymond Roursel. Et Raymond Roursel, avec le président de la Fédération française des sentiers de... ça ne s'appelait pas encore de grande randonnée, mais quelque chose comme ça, dans les années 50, va commencer à se préoccuper, ils vont commencer à se préoccuper de tracer ces fameux chemins de Saint-Jacques. Et le jeune Louis Causse, qui était alors scout, ils font appel au scout, va participer au tracé du chemin de l'Aubrac. Et il raconte ça avec une sincérité qui est confondante de bonheur. Je veux dire, c'est nous qui sommes, en tant qu'universitaires, habitués à faire des textes qui sont réfléchis, référencés, etc. Lui, c'est un texte qui vient du fond du cœur. Et c'est extraordinaire. Enfin, ça me plaît beaucoup. Après, dans ce même chapitre, il y a des contributions tout à fait savantes et importantes, et intéressantes. Mais j'aime beaucoup le texte de Louis Causse, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le troisième chapitre, je crois qu'il s'affiche, parfait, est intitulé « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, de la constitution territoriale au réseau de lieux » et il rassemble donc des contributions scientifiques de géographes. Alors, on a eu la chance dans ce bel ouvrage d'accueillir une contribution de Guy Diméo. Guy Diméo est une figure de la géographie française, géographie sociale, et dans sa contribution, il a souhaité révéler le tissu complexe de ces chemins autour de la dialectique qui se pose entre patrimoine et territoire. Et cette figure de la géographie française nous livre ici une réflexion théorique qui permet d'examiner la généralisation et l'omniprésence du patrimoine dans nos sociétés contemporaines en démontrant, alors, sous l'angle géographique, la spatialisation et la territorialisation accrue de ce phénomène. Et il insiste également sur la dimension identitaire liée au patrimoine, notamment en lien avec les campagnes évoquées donc par ce géographe à travers la fonction symbolique collective qu'elle revêt aujourd'hui. Une deuxième approche intéressante également, celle de Pierre Zimbry, spécialiste de la géographie des transports, qui souligne également la diversité des conditions d'accès aux différents itinéraires français des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il parle du devenir des transports collectifs, notamment du ferroviaire, et la qualité des dessertes des différents points d'accès qui s'avèrent déterminants aujourd'hui pour l'attractivité du chemin et son développement local. Et dans ce chapitre, on retrouve également, avec beaucoup d'émotion, le témoignage de Simone Anglade, aujourd'hui décédée, qui était une figure incontournable de la vie politique, de la vie sociale et associative en Aveyron, qui était présidente de l'association Sur les pas de Saint-Jacques, qui est une ancienne vice-présidente du conseil départemental de l'Aveyron, qui depuis les années 1990 n'a cessé d'agir pour la reconnaissance et la prise en charge de ces chemins. Son récit rappelle les volontés aveyronnaises qui ont permis de fédérer les acteurs autour de ces chemins, jusqu'à proposer un modèle de gouvernance à l'échelle de ce département pour gérer les chemins et mettre en réseau l'ensemble des acteurs qui travaillent autour de ces chemins. Et les femmes politiques sont également à l'honneur dans ce troisième chapitre. Le témoignage de la vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne, en charge de l'aménagement du territoire, Maryse Veza-Baronia, illustre là aussi la capacité des territoires à construire du partenariat entre acteurs autour de la création d'un itinéraire culturel à l'échelle locale. Alors, je parle bien sûr de la Via Garona et de cet itinéraire de liaison qui a récemment été créé autour des chemins de Saint-Jacques entre Toulouse et Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est direct entre Toulouse et Saint-Jacques, hein, vous l'aurez remarqué, mais c'est quand même très, très utile pour faire du vélo et aller se balader dans des coins magnifiques.
Voilà, donc les femmes politiques sont à l'honneur dans cet ouvrage, il faut le signaler. Le 4e chapitre questionne, quant à lui, la construction touristique contemporaine liée au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, on ne pourra pas évoquer toutes les contributions liées à ce chapitre 4, peut-être retenir l'analyse qui est proposée par notre collègue géographe José Santos de l'Université de Saint-Jacques de Compostelle, qui traite le sujet depuis très longtemps en Galice et qui permet de décrypter finalement le récit de ce qu'ont été le développement et la construction touristique du chemin de Saint-Jacques depuis le dernier tiers du XXe siècle en Espagne. Au-delà de la mise en contexte qu'il opère, mise en contexte politique, révélée à différentes échelles, sa réflexion souligne que le succès actuel du chemin en Espagne et de la ville de Compostelle n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'un long processus préparatoire généré par la mobilisation de multiples acteurs et notamment des acteurs politiques. On a également dans ce 4e chapitre le témoignage de Catherine Marlas, présidente du parc naturel régional des Cosses du Quercy, qui souligne aussi le rôle que peut jouer l'itinérance jacquère dans le développement durable d'un territoire rural, produit d'appel pour les territoires traversés. La grande itinérance jacquère concourt à l'attractivité de ces territoires. Enfin, on retiendra également dans ce 4e chapitre l'analyse éclairante de Martin Malvy, ancien ministre, ancien président de la région Midi-Pyrénées et aujourd'hui président de sites et cités remarquables, qui rappelle dans sa contribution les enjeux et les défis qui sont posés aujourd'hui au territoire pour la prise en charge et l'accompagnement des itinéraires patrimoniaux, comme les chemins de Saint-Jacques. Il met en évidence les difficultés qui sont liées à la mise en œuvre d'une politique de réseau dans le domaine touristique, et il souligne aussi la nécessité de développer et de soutenir l'économie touristique tout en privilégiant un tourisme exigeant et adapté à chaque territoire. Voilà, donc voilà pour le 4e chapitre. On passe maintenant au 5e chapitre. Alors, le 5e chapitre est un petit peu articulé au 4e, puisque dans ce 5e chapitre, on questionne les pratiques des pèlerins cheminants. Qui sont-ils? Qu'attendent-ils de ces chemins aujourd'hui? Que font-ils sur ces routes? Et donc, dans ce 5e chapitre, on a plutôt des collègues sociologues, anthropologues, qui se mobilisent, qui se sont mobilisés, et à travers leurs contributions, cela permet de mieux comprendre l'expérience vécue aujourd'hui sur les chemins par les pèlerins cheminants. On a notamment notre collègue de l'Université de Toulouse-Capitole, Christophe Alcantara, qui questionne les traces numériques produites par ces circulations. Il souligne qu'aujourd'hui, s'engager sur les chemins de Saint-Jacques s'apparente à un acte volontaire, à une recherche de sens où Internet et les réseaux sociaux numériques constituent un canal de diffusion et de communication supplémentaire pour les usagers sur ces routes. Donc vous voyez toute l'amplitude de cet ouvrage à travers les contributions et les approches disciplinaires. Le 6e chapitre, intitulé « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, dimension spatiale, symbolique et imaginaire », aborde ces routes devenues mythiques, fascinantes et au cœur d'un système d'images qui est questionné sous l'angle ici des représentations et de la médiation auprès des différents publics. Et on en arrive au dernier chapitre, qui est le chapitre sur l'histoire de l'art, avec notamment les contributions de différents collègues à Quitry qui sont présents dans ce chapitre,
qui est intitulé « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, art et patrimoine ». Et on commencera par, tu mets merci, la diapo suivante, par un texte qui m'a fait très plaisir, qu'on a attendu un petit moment, il faut le dire quand même, hein, par le texte de Barral-Yaltet, Xavier Barral-Yaltet, qui est un grand historien de l'art médiéviste, qui a été professeur à Rennes, qui a été professeur à Venise, à Ca' Foscari, qui a enseigné à la Sapienza à Rome, qui a enseigné un peu partout, qui a été conservateur du Musée national d'art de Catalogne, directeur à Barcelone. Enfin, vous voyez, un grand penseur de notre époque, du point de vue de l'histoire de l'art. Et il a écrit un texte un peu long, qu'on a mis un petit moment qu'il a mis un petit moment à écrire, mais qui s'appelle « Le rôle des historiens de l'art dans la construction du mythe de l'existence d'un art médiéval propre au chemin de Compostelle ». C'est un titre long, mais qui dit clairement ce qu'il veut dire. Et en fait, c'est extraordinaire, enfin, de mon point de vue, bien sûr, parce que de tout ce dont Sébastien a parlé, ça fait partie des choses que j'ai apprises avec lui en montant le colloque, et puis après en préparant les actes et en lisant tous les articles. Mais moi, je ne connaissais que l'aspect d'histoire de l'art, histoire de l'art. Et c'est vrai que, si je peux me permettre une petite anecdote personnelle, quand j'ai soutenu mon habilitation à diriger les recherches, il y a déjà très longtemps, enfin on est en 2008, il y a prescription, je peux donner la date, j'avais fait une partie de mon travail sur Saint-Cernin de Toulouse. Et là, une des membres du jury, qui est une des très grandes dames de l'histoire de l'art roman en France, me demande publiquement, mes enfants qui trient, vous n'évoquez pas les chemins de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle pour la construction de Saint-Cernin. Et là, j'étais un peu ennuyeux, j'ai failli tomber de ma chaise, à vrai dire, parce que je ne savais pas quoi lui répondre, mais la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est mais les chanoines de Saint-Cernin qui se sont saignés aux 4 veines pour construire cet édifice, bien sûr qu'ils ne l'ont pas fait pour favoriser un concurrent. Eux, ils voulaient faire un pèlerinage qui serait énorme, comme celui de Rome, sauf que Compostelle, à la même époque, c'est un pèlerinage qui a réussi, et Saint-Cernin, c'est un pèlerinage qui n'a pas pris. Mais évidemment qu'on n'a pas construit Saint-Cernin sur les chemins de Saint-Jacques, contrairement à ce qu'on dit beaucoup. Mais les historiens de l'art ont été absolument fondamentaux pour propager cette idée. Et notamment à partir d'Émile Malle en 1922. Et en fait, Barral-Yaltet, il montre en fait comment ce cheminement s'est fait et comment finalement les historiens de l'art du XXe siècle sont venus à l'appui d'une construction des chemins de Saint-Jacques, mais qui est une construction du XXe siècle, enfin de la fin du XIXe et du XXe siècle. Il y a d'autres textes dans l'ouvrage qui montrent très bien comment le pèlerinage de Saint-Jacques, en fait, il s'est reconstruit pour la partie qu'on connaît aujourd'hui. Il s'est construit à partir du moment de 1887, j'ai un peu oublié la date de ces années-là, où on redécouvre, entre guillemets, comme par miracle, le corps, les reliques de Saint-Jacques à Compostelle. Et comment on va traduire le Codex Calixtinus, on va le publier en latin, et comment les grands esprits historiens de l'art, dont Émile Malle, lisant le latin, vont bien sûr le lire, en tirer profit pour l'heure, et ça fait partie du début d'un engrenage, en fait, qui a amené à faire croire que les chemins de Saint-Jacques étaient une construction de toujours, que c'était une donnée immémoriale, alors que le patrimoine, c'est bien sûr quelque chose qui est construit. C'est pas quelque chose qui est donné, c'est construit. Et donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, on a aussi toute une série de petits posters, entre guillemets, qui nous parlent d'actions concrètes, de mise en valeur du patrimoine. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est là où je me suis réconciliée avec les chemins de Saint-Jacques. Du moment qu'on arrêtait de me dire que les chemins de Saint-Jacques étaient une chose médiévale qui continuait d'exister, ce à quoi je n'ai jamais pu croire, parce que enfin, on a tellement d'évidence contre ça que ce n'était pas possible. Par contre, c'est vraiment une création de la fin du XIXe siècle, dans un contexte très particulier, avec une mise en forme
extraordinairement intéressante à partir des années 30 du XXe siècle, par un carteron de chartistes, en fait, de gens qui sortaient de l'école des chartes. Il y a un milieu comme ça qui est vraiment très, très ciblé. Et comment, petit à petit, la source s'est développée et puis est devenue une rivière. Et puis finalement, aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de pèlerins qui vont à Compostelle. Mais ça s'est fait en 50 ans. Et, enfin, à peine, oui, 50, mettons 3/4 de siècle. Et c'est donc un phénomène extraordinairement intéressant qui interroge notre société, qui nous donne quelques clés pour comprendre notre société. Et ce chapitre se termine quand même par un article sur de Cluny à Conques-et-Compostelle, les nouvelles technologies au service du patrimoine. Parce qu'on se rend compte que là, on a une espèce de retour de bâton, c'est-à-dire que ce patrimoine qui est l'un des arguments pour pousser les gens à leur donner envie de faire ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ce patrimoine, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte, il faut l'entretenir. Et en fait, quand on voit par exemple Moissac qui est sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, d'aujourd'hui, Moissac, quand vous voyez les sculptures du portail et du cloître, mais c'est à faire peur, mais vraiment à faire peur. Et donc là, parce que ça fait 50 ans qu'on ne prend pas de décision pour dire comment on va restaurer ça, hein, c'est vraiment... Mais là, j'y ai beaucoup été cette année, parce que je travaillais là-dessus, et je n'ose plus regarder les chapiteaux du cloître. J'ai peur qu'en les regardant, ça va finir les user. Enfin, c'est tragique. Donc en fait, tout ça fait sens dans un phénomène général, et dont finalement on espère que cet ouvrage rend compte. Et je pense que cet ouvrage, en fait, il va intéresser bien au-delà des sociologues, des spécialistes, des historiens de l'art. C'est quelque chose qui interroge notre société. Et c'est pour ça que finalement, je suis contente qu'on ait fait ça. Peut-être, pour terminer, remercier nos partenaires institutionnels qui nous ont aidés dans le financement de cet ouvrage. On a été aidés d'une façon, incroyable. On doit dire incroyable. On a été soutenus par l'université, par le CRPS. CPRS. Le CPRS, voilà. La commission recherche. Je ne sais jamais, moi, avec les cycles, je ne peux pas. Nos deux labos. Nos deux labos. Qui ont vraiment, ils nous ont aidés, mais pas simplement que financièrement, ce qui est déjà énorme. On va les citer. Framespa et LIST. Framespa, c'est les historiens de l'art. Et le LIST rassemble des géographes, des anthropologues et des sociologues. Voilà. Et puis, alors très important dans le système, l'association française des chemins de Compostelle. Ils sont rue Clément Cisor, et en fait, c'est eux qui animent tout le réseau. Des associations, de tous les gens qui sont autour des chemins de Saint-Jacques, du conseil scientifique, c'est eux qui préparent les systèmes de gestion, le plan de gestion du bien de Saint-Jacques. Enfin, c'est une machine absolument incroyable. Ils ne sont pas beaucoup, ils travaillent avec une énergie féroce. Et puis après, on a été aidés par tout le monde, hein. Donc la préfecture de région, la région Occitanie, le département de la Haute-Garonne, le parc naturel d'Écosse, la mairie de Toulouse, la ville de Cahors, qui est aussi mise à l'honneur plusieurs fois. On ne l'a pas cité dans le colloque parce qu'ils ont une action très très importante aussi. Et donc ça a été... voilà, en fait c'est intéressant parce que... Enfin non, c'est pas que c'est intéressant, c'est que finalement, on n'a rien fait de on n'a rien fait de particulier pour avoir tous ces gens-là. On leur a demandé quand même leur appui. Mais on n'a pas eu à discuter, ils nous l'ont donné parce que ça fait résonance autrement que sur le plan strictement de la recherche intellectuelle ou touristique ou de l'analyse, etc. Ça fait sens, en fait, sur le plan de la société. Tout à fait. Et on va remercier aussi Jean-Jacques Gelbard, le photographe, qui nous a donc proposé toute une série de photos qui scandent les différents chapitres et qui cette belle photo de la couverture des Pyrénées-Atlantiques où on est vraiment vers Compostelle. Et ça, c'est une photo que je n'aurais jamais choisie il y a 4 ans. Parce qu'une photo qui montre un paysage pseudo-naturel, mais en fait complètement anthropisé, avec un chemin,
un sentier au milieu et pas un monument dans le paysage, c'est quelque chose que je n'aurais pas comprise il y a 4 ans, mais que maintenant j'accepte volontiers. Assez parlé. Vous avez des questions ? Enfin, maintenant c'est à vous plutôt d'intervenir. Avez-vous marché ? Moi ? Ah non. Moi, un petit peu, dans le cadre d'un programme de recherche qui vient de se terminer sur les chemins, mais on ne peut pas dire que je sois véritablement un marcheur qui fait des étapes, mais un petit peu. Merci pour votre présentation, ça donne vraiment envie de lire les articles dont vous avez parlé, évidemment, et les autres. Moi, je me demande si vous avez rencontré des résistances pendant le colloque et en dehors à votre entreprise de déconstruction, parce que quand même, vous vous êtes adonné à un vrai travail qui met au jour des choses inattendues. Comment ont réagi les gens qui avaient d'autres approches ou d'autres croyances ou d'autres certitudes ? En fait, au départ, on a eu une résistance de la part de quelqu'un qui est spécialiste de l'Espagne médiévale et grand promoteur des chemins de Saint-Jacques médiévaux et qui au départ n'était pas très... Enfin, ça a été compliqué, ça a été un peu dur. Et puis, en fait, finalement, ça s'est très, très bien passé parce que c'est un peu comme moi. Elle a fait son chemin personnel et elle a compris qu'il n'y avait pas que le Moyen-Âge qui comptait dans la vie et que aujourd'hui, c'était bien aussi. Et dans le colloque... Alors, on ne peut pas dire des réticences, mais des difficultés dans le fait de faire travailler ensemble des institutions qui n'ont pas forcément les mêmes approches du patrimoine, notamment l'État et les collectivités territoriales. Et là, pour le coup, ce couple improbable d'une historienne de l'art et d'un géographe a permis de dépasser des limites. C'est-à-dire, Guitry était quand même plus proche de l'État, on dira, de la DRAC, et moi j'étais beaucoup plus proche des collectivités territoriales, et nos deux approches complémentaires ont permis de dépasser certaines limites, je crois, dans l'organisation du colloque. C'est vrai qu'au départ, la chose a été un peu diplomatique, parce que c'était pas évident, mais enfin, moi je l'ai expérimenté personnellement profondément, le fait que... ce que je disais tout à l'heure, pour moi, faire appel à un politique pour ouvrir un colloque, c'était quelque chose que je n'aurais jamais envisagé, parce que l'indépendance d'esprit qu'on défend tellement farouchement à l'université, c'est quelque chose qui est... Et puis finalement, en même temps, c'est intéressant parce que l'objet n'était pas de... on ne cherchait pas à ce que notre travail soit... oserais-je dire, consacré par des autorités politiques. Je veux dire, pour moi, un politique, c'est quelqu'un qui prend en charge la gestion d'une partie de la collectivité, mais ce n'est pas quelqu'un dont j'ai besoin pour légitimer mon travail, du tout. Et donc, finalement, c'est aussi cette liberté qui a fait que... et alors, la chance qu'on a eue aussi à l'époque, c'est que le préfet Mayos, qui était le préfet coordonnateur du bien, et quelqu'un qui était très attaché, fils du grand Mayos le géographe, quelqu'un qui connaissait bien les principes universitaires. Et c'est quelqu'un qui a vraiment poussé à cette espèce de melting pot complètement improbable. Et ça a aidé beaucoup, parce qu'il n'était pas partisan, lui, il était partisan d'une ouverture un peu tous azimuts. Ça, c'était intéressant. Et on a eu un joker. Il vient d'arriver dans la salle, l'agence française des chemins de Compostelle. Sébastien Pénary vient de nous rejoindre. On peut peut-être lui céder aussi la parole, puisqu'on l'a dit en début de présentation, on a remercié l'agence pour son soutien. Et tout le travail qu'on a pu réaliser ensemble, cet ouvrage, c'est aussi le leur. Donc Sébastien, si tu veux dire quelques mots. Sébastien qui a une grosse migraine. Merci d'être là, Sébastien. Je viens de passer à l'instant. Voilà pourquoi je suis en retard. Merci beaucoup
Oui, c'est un peu ésotérique. On a Quitterie et alors je débarque donc je vais improviser mon propos, mais Non, mais si tu veux, tu peux te donner 5 minutes pour atterrir. Non, mais ça va très bien. Il est clair. Quitterie et Sébastien Ressac font partie d'un conseil scientifique. Et moi, je me souviens d'une réaction du conseil scientifique des chemins de Compostelle en France. Voilà. Et je me souviens d'une réaction du monde associatif en disant mais pourquoi il y a besoin sur les chemins de Compostelle d'un conseil scientifique? Et oui, parce que c'est un objet patrimonial et qu'il y a toute l'activité économique, toute l'activité d'accueil, d'hospitalité, tout le vécu que les randonneurs, pèlerins, cheminants contemporains vivent. Mais ça a été un choc culturel parce qu'on est sur un objet patrimonial. Donc ça veut dire connaissance, restauration, conservation, valorisation, médiation. Bref, on a un univers du tourisme et des collectivités territoriales et du développement local qui se retrouvent confrontés ou à se marier ou à s'adapter à un autre univers qui regarde le même objet que sont les chemins de Saint-Jacques, mais ce second univers, c'est le monde du patrimoine. Donc de la connaissance universitaire, de la conservation dans les missions du ministère de la Culture, la conservation des monuments, etc. Et donc il y a eu ce choc culturel-là de marier. Le colloque a fait partie des, Quitterie vous l'a certainement dit, du 20e anniversaire de l'inscription. Ça a été l'élément phare. Mais là aussi, on a eu un deuxième choc culturel. On a monté un comité de pilotage de cet anniversaire, avec un appel à manifestation. Qui voulait participer pouvait proposer. Et on a eu un choc culturel, puisque ça a été d'emblée, d'abord, quelque chose qu'on pourrait dire de manière un peu triviale, la fête des chemins. Et en comité de pilotage, l'État nous a dit non, 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 c'est pas la fête des chemins, c'est pas la fête de la randonnée, c'est pas le vécu des marcheurs contemporains, c'est très bien. Mais il faut aussi raconter l'histoire. Et donc ça nous a aussi forcé à nous remettre en cause dans nos spontanéités, dans nos approches spontanées de cet objet que sont les chemins de Saint-Jacques, pour revenir à du sens, pour aller creuser. Et donc on a eu comme ça 12 manifestations scientifiques. Dans ces 12 manifestations, beaucoup ont porté sur l'histoire. Et on a eu ce colloque hybride intéressant, puisqu'il était à la fois sur l'histoire, mais histoire récente, et à la fois sur comment on peut gérer un objet pareil qui est fait de sentiers, qui est fait d'éléments bâtis qui racontent une histoire, et qui est fait de tout ce que vivent les gens, quoi, de leur imaginaire, de leur vécu, de leurs envies d'aujourd'hui, et qui est un imaginaire, un vécu et un désir de chemin qui est différent de celui du pèlerin médiéval. Alors le colloque était comme ça un objet hybride et vraiment passionnant à monter, passionnant à faire vivre, qui voulait explorer des chantiers qui n'ont pas pu être explorés parce que la recherche n'a pas commencé à aborder certains aspects. Donc il y aura forcément, j'espère, des suites, parce qu'il y a encore un gros chantier de connaissances. Voilà. Et donc la plupart des autres colloques, les actes sont sortis et pratiquement tous. Voilà. Et donc là, on a en plus un bel objet, ce magnifique livre, et qui vous montre un peu la cuisine actuelle dans les collectivités, dans le monde de la recherche, dans le monde associatif, de ce qui se fait, de ce qui s'explore, de ce qui s'étudie, de comment on peut raconter, comment on peut transmettre aussi le sens de ces chemins, comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins d'aujourd'hui avec une histoire qui est celle d'un pèlerinage et plutôt des pèlerinages. Quitterie, j'imagine, vous a dit aussi que toute cette évolution de l'histoire aujourd'hui ne s'écrit plus comme il y a 20 ans, 50 ans et 100 ans sur ce sujet. Donc là aussi, il y a un gros chantier d'historiographie. Merci. Alors, il y avait une question ici. Non, ce n'est pas vraiment une question. Moi, c'était juste la même remarque, c'est-à-dire le niveau spirituel, l'adapter avec le travail que vous avez fait. Moi, je sais pas, j'ai pas regardé votre livre, mais comment vous avez décrit, je trouve que c'est intéressant, oui, effectivement, parce que celui qui, à l'heure actuelle, fait vraiment
avec cette association que j'ai pu voir dans les églises diverses, une marche, c'est quand même une démarche, d'accord, peut-être touristique, peut-être, mais c'est aussi une démarche spirituelle à l'heure actuelle pour lui. Même si au niveau historique, il va découvrir des choses, etc., etc. Alors, une des choses qui est dite dans le je reviens après. Une des choses qui est dite dans le livre, c'est que les motivations des gens qui se lancent sur les chemins de Saint-Jacques sont très différentes. Sont plurielles et s'entrecroisent. Voilà, Louise Rotaillot, qui était étudiante en master à la Sorbonne en socio-anthropologie, nous a livré une analyse notamment des motivations, de l'évolution des motivations et du croisement des motivations, où le spirituel s'entremêle avec le sportif. On pourrait donner de nombreux exemples sur des profils de pèlerins cheminants. Et on sait aussi que ces données s'actualisent, puisque l'Agence française des chemins de Compostelle donc mène des recherches dans ce domaine pour notamment comprendre l'évolution des publics et faire en sorte donc de délivrer des informations en France d'une part, mais on sait aussi que nos collègues espagnols ont un observatoire sur ces pratiques pour essayer de voir comment elles évoluent. Oui, vous parlez à l'instant des différents publics qui ont fréquenté les chemins de Compostelle, mais ces chemins de Compostelle, est-ce qu'au fil du temps, ils ont subi des variations dans leur itinéraire? Et puis, quelles ont été les personnes ou les institutions qui ont déterminé, fixé les lieux de passage? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu des rivalités entre des lieux emblématiques ou patrimoniaux qui avaient tout intérêt à ce que ces chemins passent près d'eux? Donc, est-ce que des fois, il y a eu des litiges enfin, de ce type-là pour justement essayer de récupérer voilà, ces lieux de passage qui représentaient plusieurs intérêts? Bon, un intérêt spirituel, mais peut-être à certains moments représentaient un intérêt économique. Donc, voilà, dans le temps, est-ce qu'il y a eu des variations, il y a eu des conflits, des intérêts de pouvoir? Et est-ce que c'est l'Église elle-même qui a délimiter ces passages? Alors, je vais répondre sous le contrôle de Quitterie et de Sébastien. On n'a pas, comment dirais-je, les tracés ne sont pas archéologiquement attestés. C'est de l'invention contemporaine, les tracés des sentiers. Et c'est justement tout l'objet du début de ce colloque, c'est tout l'objet de ce colloque même. C'est de commencer à faire l'histoire des réinventeurs, de ceux qui ont imaginé, inventé, sur quelle base ils ont inventé ces tracés. Ces tracés, ensuite, une fois inventés, une fois étudiés, une fois posés, la première carte, elle est la première carte, ou la deuxième carte plus exactement, c'est pas une carte, la carte des chemins de Saint-Jacques en France, c'est pas une carte qui est faite pour de l'aménagement, c'est une carte qui a été faite par des historiens de l'art pour de la connaissance sur la diffusion de l'art roman. Et donc on est avant-guerre là. Et après-guerre se met en route tout le mouvement associatif autour de la randonnée pédestre d'un coup et autour des chemins de Saint-Jacques également. Et à un moment donné, c'est à partir des années fin 60 qu'ils se disent mais pourquoi cet objet de connaissance, ce patrimoine-là, on ne rouvrirait pas les chemins. Et donc, on va pomper les cartes faites par les historiens de l'art, et on commence à aller sur le terrain, et puis il faut compléter, parce qu'on a des cartes à l'échelle de 1 million, et comment on fait pour passer entre 2 points? Et donc, c'est de l'invention contemporaine, les tracés des sentiers, je suis désolé de le dire, mais c'est un imaginaire, c'est une évocation. Et donc, c'est aussi l'objet de ce colloque que de commencer à rentrer dans la connaissance de ces personnages, de ces initiatives qui ont fait qu'il a fallu passer de la connaissance à l'objet très matériel, mètre après mètre, où on les fait passer, comment on trace, etc. Voilà. Et après, s'il y a des enjeux économiques, etc., ils sont encore plus récents. Le premier itinéraire aménagé en France, c'est 1970.
le chemin du Puy, balisé. Il y a l'intervention que j'aime beaucoup de monsieur Cosse, voilà, qui dit lui comment il a fait, quoi. Et le chemin d'Arles qui passe à Toulouse, c'est 1990, les premières balises, l'inauguration officielle. Et puis le dernier né, c'est presque le chemin du Piémont pyrénéen qui démarre les années 2000-2010 et qui n'est pas encore tout à fait balisé jusqu'à Montpellier. Voilà, donc c'est plus récemment, depuis 20 ans, que se sont greffés les enjeux d'économie, les enjeux de faire passer là plutôt que là-bas, parce qu'on va favoriser la commune ou le gîte plutôt qu'ailleurs. Voilà. L'église, je ne parlerai pas trop de l'église, parce que je ne connais pas je connais pas le regard que l'Église porte vraiment sur l'objet chemin de Compostelle. Elle y trouve un intérêt d'aller à la rencontre et de reconquête de fidèles qu'elle a perdus. Donc ça, c'est toute l'action de l'association Web Compostela. Elle n'a pas été motrice dans la renaissance des chemins, pas du tout, en tout cas pas en France. Il faudrait faire de la politique et peut-être ce que les chercheurs appellent de la prosopographie pour aller regarder du côté du Conseil de l'Europe et de la diplomatie vaticane si, il y a 40 ans, quand ils ont décidé de monter les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, il n'y a pas eu là des jeux de réflexion, de discussion, de négociation pour dire on va mettre en avant les pèlerinages. L'Europe a été pensée par des démocrates chrétiens, beaucoup, donc ils sont forcément pas insensibles à toute la dimension d'identité culturelle liée au christianisme pour ce continent. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas très, très prosaïquement, très pratiquement. Pour moi, en France, l'Église n'a pas été moteur. Elle n'a pas été laissée sur le bas-côté, mais elle n'a pas non plus été moteur. Et après, elle a embarqué, parce qu'il y a eu les discours du pape, elle a progressivement embarqué dans le train chemin de Saint-Jacques avec son association Web Compostela, avec des hôtelleries chrétiennes qui accueillent, avec des particuliers chrétiens qui sont dans des paroisses qui se sont mis aussi à accueillir ou à vouloir gérer tel ou tel gîte. Voilà. Mais l'institution elle-même n'a pas, à un moment donné, pris une décision de « je vais travailler sur l'aménagement des chemins ». Non, elle n'est pas là-dessus. Alors après, on peut peut-être compléter, si vous me permettez une seconde, compléter pour la partie ancienne, médiévale, historique. Il faut bien se dire que tout part en fait d'un petit ouvrage qui est composé dans les années 1120 dans la chancellerie compostellane, à Compostelle. Ce petit ouvrage qui a été traduit en 1938, que j'évoquais tout à l'heure, sous le nom le guide du pèlerin de Saint-Jacques. Il prend place, ce livre, son titre a pris place dans une compilation qui a 5 livres qu'on appelle le Codex Calixtinus. Et en fait, il est placé en 5e position, mais ce qu'on a au début du chapitre, c'est Incipit liber quatuor Sancti Jacobi. C'est-à-dire, ici, c'est le début du 4e livre de Saint-Jacques. Donc voilà, c'est un truc qui est posé là. Et en fait, c'est ce fameux guide qu'on imagine, nous, être le guide du routard du pèlerin de Saint-Jacques médiéval. En fait, on en connaît une vingtaine d'exemplaires, dont 12 ont été conservés. Un du XIIe siècle, celui de Compostelle, un du XIIIe, 2 du XIVe siècle, les autres du XVe, XVIe siècle, et j'en ai encore un du XVIIe siècle. Le tout enfermé dans des scriptoria de monastères, donc vraiment, c'est pas un guide du tout. Et il fait partie de l'ensemble du Codex Calixtinus, qui est publié en latin en Espagne en 1884, et qui est donc avec juste ce livre qui est traduit en français en 1938. Dans ce livre, il commence, c'est très célèbre, il y a 4 routes qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors il y a la route du Puy, de Saint-Martin-de-Tours, etc. Et elle se retrouve en Espagne, et en Espagne, il y a une route. Alors là, il faut distinguer 2 réalités physiques qui sont très, très, très différentes. La route d'Espagne, elle a vraiment existé.
Et en fait, c'est une voie qui simplement relie la Galice au reste de l'Europe, hein, mais qui fait l'objet d'un aménagement particulier au cours du XIe et du XIIe siècle, avec la création de ponts, d'églises, de chaussées, etc. Parce qu'il s'agit de créer cette artère en fait qui permette de relier véritablement, et pas que sur le plan spirituel, soyons-en bien convaincus. Parce que on est quand même dans ce contexte de reconquête sur l'islam, et que donc il faut avoir cet axe de circulation. Et ça, c'est un axe de circulation qui existe vraiment. Et après, les 4 routes françaises, en fait, ce sont des routes qui sont purement imaginaires, qui sont imaginées depuis Compostelle, et qui en fait s'articulent autour des principaux centres religieux, des principaux lieux où on conserve les reliques les plus efficaces, et qui forment, comme dit un historien de l'art espagnol, ils forment comme une sorte de halo de sainteté nécessaire et préalable, en fait, au halo de sainteté propre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et maintenant, je veux dire, même les plus récalcitrants et les plus médiévaux centrés des historiens qui travaillent sur Saint-Jacques-de-Compostelle sont d'accord pour dire que, alors après ils expliquent avec des raisons différentes, mais que les 4 voies françaises sont purement imaginaires et immatérielles, et n'ont jamais connu de matérialité avant les années 70. Clairement. Mais vraiment, clairement. Donc, mais ceci dit, il faut aussi se dire que on dit bien tous les chemins mènent à Rome. Vous allez à Rome, vous faites quoi? Eh bien, vous prenez l'avion, ou vous prenez le train de là où vous allez, ou vous prenez votre voiture, ou vous y allez à pied si vous voulez. Il faut 3 mois ou 2 mois pour aller à pied à Rome. Mais vous partez de là où vous êtes. Et évidemment, vous allez aller de là à la route la plus importante, où vous allez pouvoir, si vous êtes au Moyen-Âge, vous mettre avec des petits groupes de gens, parce qu'on ne sait jamais, il y a des brigands partout, et qu'on est plus nombreux, enfin plus on est nombreux, mieux on se défend. Et c'est ça le principe du pèlerinage au Moyen-Âge, c'est qu'en fait, on part sur la route, on va loin, on va pas loin, mais on part de là où on est et on prend les chemins qui existent. Et il n'y a pas de création spécifique. Alors après, on a aussi fait tout un mais ça, c'est vraiment sur le plan de comment on écrit l'histoire, c'est un régal pour les historiens de l'art. Mais les fameux hôpitaux pour les pèlerins de Saint-Jacques, il faut bien savoir que depuis l'Antiquité, depuis les premiers temps chrétiens, quand il y a une église, et surtout si cette église est d'importance, il y a nécessairement ce qu'on appelle un hôpital à côté. Et un hôpital, ce n'est pas quelqu'un pour soigner les malades, c'est pour accueillir tous ceux qui ont besoin d'être accueillis. Qu'ils aient besoin de manger, qu'ils aient besoin de dormir, qu'ils aient besoin d'être soignés. Et donc, tout le monde fait des hôpitaux. Ça fait partie de... dans l'Antiquité, on est évergète, on offre des jeux du cirque. Quelques siècles après, on est évêque. On offre un hôpital pour accueillir les gens qui en ont besoin. Et à Saint-Cernin, par exemple, quand on construit Saint-Cernin, on construit l'hôpital Saint-Raymond, dans les années 1100, bon, il y a plein de faux autour de cet hôpital Saint-Raymond, enfin de textes faux, mais c'est amusant. Mais une Saint-Cernin qui s'imaginait comme une grande basilique où tous les gens allaient venir prier le corps de Saint-Cernin, parce que c'était quand même ça l'idée, c'était d'en faire un but de pèlerinage. Ça n'a pas marché, mais tant pis. Mais ils ont construit ce qui était l'accompagnement nécessaire et obligatoire et de prestige d'avoir un grand hôpital pour accueillir ceux qui en avaient besoin. Donc, si vous voulez, et quand on voit les textes, et je terminerai là-dessus parce que je suis une intéressable bavarde, en Lorraine, il y a toute une route de Saint-Nicolas, par exemple, avec des hôpitaux. Partout, il y a des pèlerinages, enfin, qui sont... et Saint-Jacques-de-Compostelle n'a pas généré plus d'infrastructures que cela. Et je terminerai en disant, et je vous passe le micro, madame, que, en fait, les grands moments du pèlerinage de Compostelle, c'est 14e, 15e siècle. C'est vraiment le moment où, ces moments où avec la peste, avec les insécurités, avec ce développement du culte du purgatoire, ça va avec ces grandes peurs, avec cette réflexion de la société sur l'au-delà. Là, c'est là où on voit vraiment le pèlerinage se développer. Puis après, finalement,
Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Oui, moi j'avais une question, vous avez en partie répondu. Du temps de Prosper Mérimée, du début de la préservation du patrimoine, comment voyait-on ces chemins de Saint-Jacques? Est-ce que c'était, on en était encore aux 4 routes et on cherchait non. à... À l'époque de Mérimée, on ne connaît pas les 4 routes, parce que les 4 routes, il faut attendre la publication en latin du Codex Calixtinus, 1884. Personne ne se pose la question des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, il existe, alors Michel Fournier serait bien placé ici pour en parler, il existe des confréries Saint-Jacques, ça c'est très important, qui se développent à partir du XIVe siècle. Hein, je parle sous ton contrôle. Fin XIIIe, XIVe siècle. Saint-Jacques qui est celui qui aide à la bonne mort. Et donc, on avait une confrérie Saint-Jacques à Saint-Étienne, à Toulouse, par exemple, où on disait que celui qui se fait confrère de Saint-Jacques, donc il paye un denier ou je sais pas quoi, et en fait, c'est pas obligé qu'il aille faire le pèlerinage à Saint-Jacques, mais par contre, quand il mourra, il sera enterré comme s'il avait fait le pèlerinage à Saint-Jacques, avec les mêmes égards. Donc c'est des choses importantes, ça. Donc à l'époque de Mérimée, ça n'existe pas. Alors, je fais très rapide, juste pour vous féliciter déjà pour votre présentation, mais surtout pour avoir associé des politiques et des représentants de l'État dans le cadre de votre colloque. Je pense que les chemins, plus tard, vous remercieront sous forme éventuellement de subventions régionales, départementales, communales vers les associations. Voilà, ça marche toujours. N'étant pas universitaire, je sais que c'est absolument fondamental d'associer ces personnes-là. Moi, j'ai une question. J'ai compris que si on était à l'époque d'aujourd'hui, ça ne serait plus primé au patrimoine de l'UNESCO, c'est ce que j'ai vaguement compris. Pour quelle raison? En fait, le bien chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France, comme je disais tout à l'heure, rassemble des objets très divers et très variés. Le Mont Saint-Michel n'a rien à faire sur le chemin de Saint-Jacques. Le Mont Saint-Michel, c'est un lieu majeur de pèlerinage. Bien plus ancien et à la limite bien plus important que Saint-Jacques de Compostelle. Le raccrocher au bien de Saint-Jacques, c'est simplement parce que on a voulu faire de ce bien de Saint-Jacques de Compostelle en France la matérialisation que le pèlerinage est au Moyen-Âge, au fondement de l'Europe actuelle, le pèlerinage est un facteur d'union entre les territoires traversés. Et sous-entendu, même si c'est les biens de Saint-Jacques de Compostelle en France, c'est quelque part les racines chrétiennes de l'Europe. Et donc mettre aussi la cathédrale d'Amiens dans les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, sur le plan, même sur le plan de l'histoire de l'art des années 60, c'est pas concevable. Parce que on imagine à cette époque-là que le pèlerinage, les phénomènes artistiques du pèlerinage sont liés plutôt à l'époque romane, au XIe, XIIe siècle, qu'au XIIIe, XIVe siècle. Donc en fait, on n'aurait plus cette collection d'objets-là et on n'aurait plus cette approche. En fait, aujourd'hui, on aurait aussi une approche probablement plus explicitement laïque. Parce que là, on est quand même dans une approche qui est très religieuse, très christiano-centrée. Enfin là, je pense que Sébastien a probablement plus réfléchi que moi à la chose, mais que je comprends comme étant en 98 l'aboutissement de cette espèce d'émulsion qui s'est faite à la fin des années 30 autour de ces chartistes dont beaucoup relevaient de l'Action française, il faut le dire quand même. Et en Espagne du franquisme. Et en fait, une des idées qui est quand même donnée, alors qu'on n'a pas développé ici, c'est que ces chartistes, s'ils ont poussé à la revitalisation du pèlerinage à Compostelle, c'est une manière pour les droites européennes de venir donner un appui à Franco. Donc il y a tout cet arrière-plan politique. Alors là, c'est quelque chose qu'il faudrait... J'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que c'est quelque chose qu'il faudrait démontrer maintenant. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas démontré. Et il y a un travail à faire. Et c'est vrai que Sébastien disait tout à l'heure qu'il y aurait des suites. Il y aura des suites. Mais avant de s'engager dans des chemins qui sont politiquement quand même un peu sensibles, il faut assurer ses arrières. Mais donc aujourd'hui, où on met en évidence les valeurs de laïcité, parce que le monde a changé aussi depuis 1998, je pense qu'on aurait une approche différente de la constitution de ce bien.
Oui, et puis restons sur les questions politiques aussi. L'approche ne serait pas la même. En 1998, l'État a très peu sollicité les collectivités territoriales qui n'étaient pas forcément partenaires du projet. Inscrire les 78 composantes. Aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse que les collectivités territoriales seraient demandeuses et souhaiteraient s'impliquer dans le projet. Et ça serait vraiment un casse-tête pour l'État que de devoir vraiment choisir des composantes qui illustrent le pèlerinage de Saint-Jacques. Oui, on est sur un bien hors norme. Hein. Il faut vraiment se l'imaginer. Et comme pour nuancer juste un peu le propos de Quitterie, on ne peut pas raisonner de manière binaire. C'est pas toute la droite qui, parce que la démocratie espagnole, quand elle s'installe, elle a besoin de se raccrocher à l'Europe. Et c'est la démocratie espagnole qui va aller voir le Conseil de l'Europe et qui va lui mettre sur la table. Vous voulez créer le citoyen européen, vous cherchez dans les itinéraires culturels, vous cherchez à monter le programme des itinéraires culturels, je vous propose les chemins de Saint-Jacques. Donc c'est jamais une pensée complètement binaire qui a présidé. Enfin, on n'est pas dans le droite-gauche. Martin Malvy, je me souviens, a même regretté de peut-être avoir sous-estimé l'intérêt de cette thématique pour le développement touristique de la région. Et on ne peut pas lui faire le procès d'être particulièrement à droite ou pro-chrétien, ou prosélyte chrétien. Voilà. Et comme le disait Sébastien, j'insiste là-dessus, on est sur un bien qui est vraiment hors norme, qui n'a pas été voulu qui n'a pas été porté. Le maire de Toulouse n'est pas allé voir le ministère de la Culture pour dire je veux l'inscription de la basilique Saint-Cernin. Ça s'est jamais fait comme ça. Et ça, c'est vraiment un cas très particulier d'un formatage par un ministère, de réponse à une commande de l'UNESCO, parce que c'est l'UNESCO qui a demandé à la France de lui faire une proposition. Là aussi, on n'a pas de précédent. Je crois que c'est la seule fois. Voilà. Et donc, le ministère, il a fait avec ce qu'il savait. Il a pris la liste des monuments historiques, il a pris la liste des chantiers les plus récents, des édifices qui avaient fait l'objet de chantiers très récents et qu'on pouvait comme ça valoriser. Là-dessus, la randonnée pédestre avait travaillé sur l'hypothèse de faire inscrire les 4 routes. Donc ça, moi, j'ai les détails des étapes de travail. Premier raisonnement, on va inscrire les routes. Deuxième étape du raisonnement, mais ces sentiers n'existent pas, donc on ne peut pas les inscrire. Donc on va essayer de retrouver un mix entre sentiers et bâtiments. Là-dessus, troisième couche, mais qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments? Parce qu'il y en a 800. Donc c'est pas possible. Donc c'est là où les services de l'État en région soit reçoivent une liste et font le formulaire correspondant à ce qui est marqué sur la liste que demande Paris, soit font remonter à Paris qu'ils voudraient voir ça, ça, ça et ça. Voilà. Et on est vraiment sur une fabrication hors norme. Et pour compléter ce que dit Quitterie, aujourd'hui c'est sûr que ce bien ne serait pas formaté pareil, qu'il n'aurait pas le même nom, qu'il ne serait pas aussi vaste, avec 78 qui sont de la petite chapelle de campagne à la grande basilique Saint-Cernin, en passant par les grandes cathédrales ou Mont-Saint-Michel. On a un dolmen, des ponts, enfin c'est une vraie auberge espagnole. Les tronçons de sentier. Les tronçons de sentier, qui ne sont pas forcément les plus beaux d'un point de vue paysager. Donc, notre responsabilité collective, elle est de gérer en l'état et de valoriser et de faire, rayonner, de tirer la substantifique moelle de ce qu'il y a dans ce bien. Alors, ça va nous raconter les pèlerinages. Voilà. Et donc, on a un travail comme ça de malaxage du bien, de le tourner dans tous les sens, de le pétrir pour lui faire accoucher de nombreuses significations. C'est quand même un grand panorama artistique, c'est un panorama de plusieurs pèlerinages. Tout ça, je pense que quand même, on doit pouvoir arriver à y trouver un peu de cohérence et surtout de représentativité d'un univers plus vaste qui est les pratiques religieuses au Moyen-Âge. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter là, mais enfin, vous aurez compris comment cet objet chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est un objet d'étude, mais alors fascinant pour les universitaires que nous sommes, hein, quel que soit le biais par lequel on l'aborde. Voilà, merci à vous. Merci infiniment.
Vous avez pu entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche enregistrée le 22 octobre 2022 avec les co-auteurs de l'ouvrage Vers Compostelle au PUM Édition, Kiteri Caz et Sébastien Ressac, réalisé et mis en onde par Radio Radio.